Un meurtre brutal Il avait du sang sur les bras, sur le visage. plonge une famille dans le drame. C'était un cauchemar. Je voulais me réveiller. Les enquêteurs se tournent vers la vidéosurveillance. Les caméras ne mentent pas. Ils n'ont pas une minute à perdre. Je savais qu'ils avaient l'intention de me tuer. Il y a urgence. Pour arrêter le tueur. Ils enchaînent les crimes, ça va mal se finir. Bonsoir, y a quelqu'un? Le 24 juillet 2013, on a reçu un appel. Quelqu'un avait abattu le vendeur d'une supérette d'East Livingston Avenue. Les agents Sinif et Landers de la division de police de Columbus s'occupent de l'affaire. En regardant derrière le comptoir, on a vu un homme manifestement décédé. Il est connu des policiers. La victime s'appelait Imran Ashgar. Il était marié et il vivait à Columbus. À 34 ans, Imran habitait près du magasin avec Christine, son épouse, depuis 7 ans. C'est une figure du quartier. Les policiers s'arrêtent souvent à son magasin prendre un café. Plusieurs agents avaient fréquenté le magasin et connaissaient très bien M. Ashgar, un type bien qui n'avait jamais fait de mal à personne. Mais on lui a tiré dessus 2 fois, à bout portant, dans la tête. Il avait du sang sur les bras, sur le visage, et un œil gauche gonflé à cause d'une blessure par balle, sous son œil gauche. Les enquêteurs pensent d'abord à un braquage. Mais il y a un problème. L'argent était encore dans la caisse. Aucun objet de valeur ne semblait avoir disparu. En général, les voleurs commencent par prendre ce qu'ils viennent chercher. C'était étrange que rien n'ait été pris. Les agents trouvent également le pistolet du magasin, rangé sous le comptoir. On en a déduit qu'il n'avait pas vu l'attaque venir et qu'il n'avait donc pas pu se défendre. On imagine tout un tas de scénarios. Si le braquage était le mobile, pourquoi les braqueurs n'ont-ils pas eu ce qu'ils venaient chercher? La victime s'était-elle disputée avec un voisin lui en voulait-il? Pendant que la police examine la scène de crime, la nouvelle se répand dans le quartier. Christine attend que son mari rentre à la maison quand le téléphone sonne. Je me suis dit que c'était mon mari. Imran adorait son métier de vendeur. Il rêvait d'ouvrir son propre magasin parce qu'on voulait fonder une famille. Allô? Un de ses amis m'a dit « Désolé de t'appeler pour ça, mais ton mari a été tué. » Ça n'a rien de drôle. C'était une rue dangereuse. Imran a songé plusieurs fois à aller travailler ailleurs, parce que cette rue n'était pas sûre du tout. J'avais très peur pour sa sécurité. J'ai appelé mon mari. J'espérais de tout cœur que ce soit une blague. J'étais angoissée. Allez, décroche. Mais personne ne répond. Quand je suis tombée sur le répondeur, c'est comme si on m'avait privé d'air. Je n'arrivais plus à respirer. Christine fonce au magasin. Je voulais arrêter le temps, rien qu'un peu, pour pouvoir me raccrocher à l'idée qu'il était peut-être encore en vie. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Notre vie défilait sous mes yeux.
notre mariage, tout ce qu'on avait vécu ensemble, les bons moments comme les mauvais. J'étais incapable d'imaginer la vie sans lui. Tandis que la police scientifique examine la scène de crime, les enquêteurs se mettent à la recherche du tireur. Une des priorités consiste à voir si on a des témoins capables d'identifier les suspects. Un des employés, un certain monsieur Archaud, remplissait les frigos au moment de l'incident. Dites-nous la vérité et vous n'aurez pas d'ennui. Ça fait une semaine que vous travaillez là? Oui, Que faisiez-vous ce soir? je rangeais des produits dans le frigo. Continuez. C'est tout. Des gens sont entrés subitement, ils ont dit un truc, ça a fait pan et je me suis échappé. C'était un grand bruit? Non, C'était un pétard? je sais quel bruit font les flingues, j'ai l'habitude. Il nous a déclaré qu'il pensait que c'était une arme de calibre 22 qui avait été utilisée. Ils étaient 2, 3? Je ne saurais pas vous dire. Non. Vous avez entendu quelqu'un dire quelque chose et puis... pan. Et je me suis barré. Vous partez? Oui, Vous allez où? Quand il a entendu le coup de feu, il a couru vers la réserve au fond du magasin, puis au sous-sol. j'avais la trouille. Vous y êtes resté longtemps? Je sais pas, 2 minutes, peut-être 5. Il n'est pas remonté avant d'entendre une cliente demander un vendeur. C'est là qu'il s'est dirigé vers l'avant du magasin et qu'il a vu M. Ashgar allongé derrière le comptoir, inerte. La police était là? Non, c'est moi qui l'ai appelé. Il a immédiatement fait partir les clients et je crois que c'est lui qui a fermé la porte à clé et qui a alerté la police. Ça fait longtemps que vous habitez le quartier? Non, pas vraiment. Il va falloir m'aider. Ça ne fait pas 15 ans, mais je traîne dans ce quartier depuis un moment. Ça doit faire 5 ans, 3 peut-être. Arrêtez de nous obliger à poser 36 questions pour obtenir une réponse. Répondez simplement. On veut juste savoir si vous connaissez assez bien le quartier pour connaître les meurtriers et pour savoir si vous nous mentez, parce que vous avez la trouille qu'ils s'en prennent à vous ensuite. C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que vous en savez plus que vous ne le dites? Non, Il avait l'air sincère. On ne peut jamais écarter quelqu'un de la liste des suspects tant qu'aucun élément vérifié ne disculpe les personnes concernées. Deux heures après le début de l'enquête, Christine arrive au magasin. Dites-moi qu'il est vivant, je vous en supplie. Dites-moi qu'il est vivant. Le pire dans ce métier, c'est quand il faut annoncer que des êtres chers ne reviendront plus jamais. Je suis navré. Non, non. C'est comme si quelqu'un m'avait arraché le cœur à main nue pour le fracasser. C'était un cauchemar. Je voulais me réveiller. Et puis j'ai commencé à réaliser. J'avais perdu celui que j'aimais. Avec un tueur en liberté, les enquêteurs ont besoin de savoir si Imran avait des ennemis. On a une pensée pour la victime et on se met au boulot. Madame Ashgar savait-elle si son mari avait des ennemis? S'était-il plaint d'un quelconque incident qui aurait eu lieu au magasin? Non, rien. N'ayant aucun suspect pour le moment, les policiers cherchent désespérément une piste. On a la pression parce que plus les enquêtes pour homicide durent, moins on a de chances de les résoudre. La chance leur sourit peut-être. Le magasin était équipé de caméras à l'extérieur et à l'intérieur. Elles sont directement braquées sur la caisse. On espère que le crime a été filmé par la vidéosurveillance. C'est notre témoin oculaire. Les caméras ne mentent pas. Les policiers choisissent un premier angle de vue. On s'inquiète toujours de la qualité de l'image. La caméra au fond du magasin permettait de voir toute la boutique. On peut voir Imran en haut de l'écran, debout derrière la caisse, en face de l'entrée.
Cette caméra nous permet de voir clairement chaque client entrant et sortant du magasin. Les enquêteurs se placent à 23h06, heure de l'appel à police secours, et lancent la vidéo. Il faut regarder chaque recoin de l'image et chaque seconde de vidéo. À droite de l'écran, on voit les frigos que Howard Arshaw remplissait. Rapidement, ils se rendent compte que l'horodatage de la caméra est faux. Ils ne savent donc absolument pas quand aura lieu le meurtre. Tout semble normal. Quand soudain, Il arrive directement de la rue. Je peux revoir? On voit le suspect en t-shirt orange approcher d'Imran en brandissant une arme à feu, s'avancer jusqu'au comptoir et tirer sur Imran en plein visage. C'est difficile à regarder. les images sont glaçantes. Quand on regarde les images vidéo d'un assassinat, c'est triste. Mais on doit toujours garder à l'esprit qu'il s'agit d'une preuve. À droite, on voit Howard Arshaw, stupéfait, partir se mettre à l'abri au fond du magasin, conformément à ses dires. Mais qui est ce mystérieux assaillant? Il apparaissait que cet assaut n'était pas prémédité. Il n'y avait eu aucun échange verbal, aucun coup porté, aucune exigence formulée. Il était clair que M. Ashgar n'avait aucune chance d'empoigner son arme à feu. Le meurtrier a foncé sur lui et a tiré. Pour nous, ça relève du différend personnel. M. Ashgar doit connaître le suspect. Il y a forcément quelque chose. Mais la caméra est trop loin pour identifier le tireur. À la recherche d'une meilleure vue, les policiers basculent sur la caméra installée derrière la caisse, orientée vers l'entrée. L'angle de vue était formidable parce qu'on voyait les clients entrer et sortir. Ils démarrent le visionnage à l'heure du crime. C'est toujours difficile de regarder les images d'un meurtre. Ça me met mal à l'aise. Ça n'a rien d'amusant. Cette affaire diffère un peu des affaires dont je m'occupe d'habitude. J'ai rarement des images de vidéosurveillance dont la qualité est si bonne qu'on peut reconnaître les gens à l'écran. On avait l'impression de regarder la télé tellement on voyait bien et de près. Mais les enquêteurs ne reconnaissent pas ce visage. Ils étudient les images à la recherche d'indices supplémentaires. Un homme en t-shirt blanc se tient dans l'embrasure de la porte de la supérette. Le tireur ne travaille pas seul. On voit sur les images que ce sont des jeunes, des ados. Ils souriaient, ils gloussaient. C'était choquant à voir. Ils ne se rendaient pas compte de la gravité de leur crime. Les policiers continuent leur visionnage. On voit les deux hommes sortir du magasin. Les agents pensent qu'ils ont fui les lieux. Mais contre toute attente, ils réapparaissent quelques instants plus tard. Ils ont été rejoints par un troisième homme. Un homme en t-shirt bleu avec un chapeau est poussé dans la boutique par un des deux autres.
Il s'approche d'Imran pour voir s'il est encore en vie. Soudain, un détail interpelle les enquêteurs. Pause. Zoom sur le type en blanc. Cet angle de vue montre clairement que ce gars en blanc, qui n'a pas tiré, tient un pistolet semi-automatique. Il gesticule avec tout en parlant au tireur. Cet angle est parfait pour voir qu'il est armé aussi. On a affaire à deux dangereux individus. Les agents continuent. L'homme en bleu rejoint les deux autres et on observe clairement qu'ils discutent ou qu'ils se disputent. L'individu en t-shirt blanc a l'air de donner des ordres au tireur, qui est en orange. Il a l'air d'être furieux et de dire « À toi de t'en charger, à toi de finir le boulot. Tu ne l'as pas tué, tu dois l'achever. Il faut qu'on dégage. » Les policiers regardent avec anxiété la suite des événements. L'homme en orange approche de nouveau du comptoir derrière lequel se trouve M. Ashgar. Il vise soigneusement et il tire une deuxième fois sur M. Ashgar. Il s'agit d'un assassinat de sang-froid. Quand on est prêt à tirer sur quelqu'un en plein visage, on cherche à achever la victime pour l'empêcher de témoigner au cas où on se ferait arrêter. Quand on commet ce genre de crime et qu'on tire une deuxième fois sur la victime, alors qu'elle n'a aucun moyen de se défendre, c'est qu'on est sans pitié. L'angle de la caméra permet aussi de déterminer un éventuel mobile. Le suspect tend le bras au-dessus du comptoir, mais on ne sait pas ce qu'il cherche à atteindre ou ce qu'il essaye de faire. Ce qui suscite son intérêt se trouve malheureusement hors champ. Caméra suivante. Les enquêteurs passent à une troisième caméra située à l'extrémité du comptoir. Je me suis retrouvé plusieurs fois avec des homicides situés hors champ de la vidéosurveillance, à une quinzaine de centimètres seulement. Quand on a un angle aussi bon, c'est fantastique. Ce dernier angle de vue montre encore plus nettement l'exécution d'un innocent. Ça fait systématiquement de la peine à voir. Toute personne capable d'entrer dans un magasin pour abattre quelqu'un sans avoir exigé quoi que ce soit au préalable doit être envoyée en cellule et la clé jetée aux oubliettes. Les enquêteurs veulent maintenant savoir ce que le tueur voulait atteindre. Après le deuxième tir, on voit l'homme en orange tendre le bras au-dessus du comptoir, sans parvenir à ouvrir la caisse enregistreuse. Quand on le voit tendre le bras vers la caisse, on comprend clairement pourquoi le trio est là. Ils sont là pour l'argent. Ils sont trop bêtes pour réussir à le récupérer. Cet individu tend le bras et il fait tellement peu d'efforts pour piller la caisse avant de laisser tomber qu'on dirait qu'il se dit « bon ben, tant pis ». Tant d'indifférence, c'est stupéfiant. Après le départ des trois suspects, Howard réapparaît et appelle police secours comme il l'a dit aux enquêteurs. Plus aucun soupçon ne pèse contre lui. Les policiers basculent maintenant sur les caméras extérieures du magasin pour voir comment les suspects se sont enfuis. Mais ils sortent du champ de la caméra. Les trois hommes sortent du magasin. Ils n'emportent strictement rien avec eux. Le braquage ne leur a rien rapporté. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est tuer M. Ashgar. Il est clair pour moi que ça n'avait rien de personnel. Je ne pense pas que les suspects connaissaient Imran. Il est malheureusement évident qu'ils cherchaient de l'argent facile et qu'ils veulent quitter les lieux avant que la police n'arrive. C'est effrayant de se dire qu'il y a des gens qui sont prêts à tuer quelqu'un pour rien, même pas 10 cents. Tout leur est indifférent, ils sont sans merci. Les enquêteurs poursuivent leur visionnage au cas où les suspects reviendraient. On observe sur les images que des policiers arrivent 5 minutes environ après le deuxième tir.
Ils comprennent qu'ils ne peuvent plus rien faire pour M. Ashgar. Ils examinent alors la scène de crime et recueillent des indices potentiellement importants pour l'enquête. Sans véhicule à pister, les enquêteurs ont donc besoin de noms pour retrouver les suspects. Est-ce exceptionnel? Est-ce le début d'une série? Cette personne a-t-elle déjà commis un crime sans qu'on le sache? La police a peu de temps pour empêcher cet individu de récidiver. Première étape, allez voir les agents de police qui travaillent dans le secteur. En général, ils connaissent les acteurs du quartier et les gens qui y traînent. La chance leur sourit. Les policiers identifient immédiatement un suspect. Ils ont tout de suite été en mesure d'identifier le tireur, un certain Debonair Simons. Il était précédemment entré par effraction dans une maison et il avait menacé le propriétaire avec un couteau. Des agents partent de toute urgence à sa dernière adresse connue. Il est manifestement arrivé au stade où il est prêt à tirer sur quelqu'un pour l'abattre. Ça en devient effrayant. On est allé chez lui. Madame, on a un mandat d'arrêt concernant votre fils, Debonair Simons. On déborde d'adrénaline, on est gonflé à bloc, on est prêt à toutes les éventualités. Mais il n'est pas là. Ils sont en cavale, ils ont peur. Ils ne reculeront devant rien pour rester en liberté. Les enquêteurs diffusent les images des suspects auprès des médias de l'Ohio. La police a rendu publique ces images de vidéosurveillance. Elles montrent le suspect âgé de 17 ans, Debonair Simons. La police de Columbus affirme que ce suspect est armé et dangereux. Elle conseille vivement de ne pas s'approcher de lui. Quand on rend publique la photo de quelqu'un, il y a un risque d'effrayer cette personne et de la rendre plus dangereuse. Mais il faut d'abord penser à la sécurité de la population. Le reportage au journal télévisé paye. Il déclenche une réaction instantanée. En voyant les reportages télévisés, une femme a reconnu les individus qui ont perpétré l'homicide. Elle a reconnu l'homme au t-shirt blanc, M. Nathaniel Brunner. Il a 18 ans. Elle le connaissait parce qu'elle était sortie avec. Elle affirme que Simons et Brunner ont pris sa Pontiac verte. Merci, madame. C'est une information très précieuse. À ce stade, on a deux dangereux individus. On sait qu'ils sont prêts à tuer. C'est une question de temps avant qu'ils ne récidivent. Trois jours ont passé depuis l'assassinat d'Imran. À 40 km à l'ouest de Columbus, Jacob Gibson du bureau du shérif du comté de Madison patrouille de nuit. La nuit du 27 juillet était normale. Je patrouillais quand un appel radio est arrivé au sujet de coups de feu tirés au relais routier situé à 400 mètres de ma position. Il y a urgence. C'est là que j'ai rencontré Joe Rudd pour la première fois. Il avait reçu une balle dans la tête. Joe Rudd se trouve dans un état critique. Il était défiguré au niveau de la mâchoire et il saignait beaucoup. J'ai vraiment cru que ses blessures lui seraient fatales. J'ai commencé à filmer de petites séquences. Je peux lui parler? Ouais. J'ai immédiatement senti qu'il était capable de me raconter ce qui lui était arrivé. Comment vous avez rencontré ces deux hommes? Je les ai vus dans le parking. D'accord, vous êtes garé sur ce parking? Vous veniez prendre de l'essence? Ouais. Ils sont venus vers vous? Monsieur Rudd était admirable. J'étais persuadé que j'étais en train d'enregistrer son ultime témoignage et que si je ne recueillais pas immédiatement ces renseignements capitaux, il faudrait faire une croix dessus. Vous pouvez les décrire? Deux jeunes noirs. Costauds, minces, moyens?
Maigre, grand et maigre. D'accord. Vous vous rappelez de leurs vêtements? Des shorts. Des shorts? Et vous vous rappelez de quelle couleur ils étaient? Désolé. C'est la première fois que le profil des suspects potentiels commençait à se dessiner. Vous vous rappelez lequel a tiré? Non, D'accord. C'était quoi comme arme? je ne sais pas. Peut-être un pistolet. D'accord. Pourquoi ils vous ont tiré dessus? Je ne sais pas. Sûrement pour prendre ma voiture. On se retrouve avec des suspects armés à bord d'une voiture volée, sans savoir où ils vont. C'était quoi comme voiture? Une Dodge Magnum. D'accord. De couleur bleue? Grise. Grise, c'est noté. Les ambulanciers ne peuvent pas attendre plus longtemps. Joe Rudd est conduit de toute urgence à l'hôpital pour recevoir des soins. Il ne va peut-être pas survivre. On se trouve à 20 ou 30 minutes de l'hôpital le plus proche. La description qu'a faite Joe Rudd des suspects et de son véhicule nous a permis de diffuser l'information en quelques minutes à toutes les agences de maintien de l'ordre des environs. Ici Gibson, le shérif adjoint. On recherche une Dodge Magnum grise. À l'intérieur se trouvent 2 hommes noirs, adolescents. La mère de la victime, Pat Rudd, vient de s'endormir quand le téléphone sonne. Je me suis dit que ça devait être Joe. Allô? Joe? J'ai décroché et j'ai entendu un cri épouvantable. C'était son ex-femme. La police l'avait appelée et elle m'a dit que Joe avait reçu une balle dans la tête. Ce n'est pas possible de mettre au monde un enfant, apprendre ce genre de nouvelles et ne pas penser que c'est la pire chose au monde qui puisse arriver. Je ne me souviens pas avoir été dans un tel état ou d'avoir été aussi anéanti. J'ai eu l'impression qu'on venait de m'arracher le cœur. J'ai raccroché et tout en essayant de garder mon calme, j'ai empaqueté quelques affaires. Je ne savais pas ce qui m'attendrait en arrivant à l'hôpital. Je savais seulement qu'il fallait y aller. Pendant que des agents de police bouclent la scène de crime, Glenn Sinif passe justement dans le quartier. Le 27 juillet, j'avais travaillé tard. J'ai jeté un œil sur la station-service et j'ai remarqué qu'il y avait une grosse scène de crime. Ça a éveillé ma curiosité. Je savais que mes suspects pouvaient avoir emprunté cette route. En gros, je suis allé voir la scène par curiosité. Police de Columbus. Il y a eu des coups de feu? Oui, 2 ados noirs ont tiré sur un type en plein visage. La description et le mode opératoire correspondent au meurtrier d'Imran Ashgar. À ce moment précis, il y avait de fortes chances qu'il s'agisse de messieurs Brunner et Simons. Les policiers me conduisent auprès de l'enquêteur en chef qui va me montrer une vidéo. La station-service ne disposant pas de caméras extérieures près des pompes à essence, il n'existe pas d'image du coup de feu. Il y a toutefois des caméras dans la boutique. Or, des témoins racontent que les tireurs se trouvaient dans le relais routier avant d'attaquer la victime. Les employés du relais routier nous ont beaucoup aidés. Ils avaient déjà déterminé la plage horaire qui nous intéressait et quelles étaient les caméras permettant d'obtenir les meilleurs angles de vue. S'il s'agit des mêmes hommes, ils sont lancés dans une folie meurtrière. Qui sait combien d'autres cadavres ils sèmeront en chemin? Le gérant de la station fait démarrer le visionnage à 2 h du matin, heure à laquelle les suspects sont entrés dans la boutique selon les témoins. La vidéo montre 2 hommes entrés dans la boutique. Ils correspondent à la description que Joe Rudd a donnée.
Ça se voit que ce sont les types qui vont tenter d'assassiner Joe Rudd. Mais s'agit-il aussi des fugitifs recherchés par l'agent Sinif? Un des suspects s'approche du comptoir. Il est rapidement rejoint par le deuxième suspect. Ils effectuent un achat au comptoir. Ils ne sont ni nerveux, ni en colère, ni inquiets. Ils s'occupent tranquillement d'acheter à manger. Les deux hommes correspondent également à la description des assassins d'Imran Ashgar. Mais l'image est trop floue pour l'affirmer avec certitude. Soudain, les enquêteurs tiquent sur un détail à l'écran. L'image manque de netteté, mais il semble qu'un des hommes tienne un téléphone. On peut voir que le suspect parle à la caissière et qu'elle l'autorise à se servir du téléphone pour passer un appel. Qui peut-il bien appeler à 2 heures du matin? Impossible de connaître l'identité de l'interlocuteur et la raison de l'appel. Il y a des images plus proches? Les enquêteurs passent à une caméra filmant les allées alimentation. On les voit bien déambuler dans le magasin. L'un d'eux a l'air d'avoir froid. Il a les bras et les mains dans son t-shirt. Ils n'ont pas l'air de chercher une victime. Ils ont seulement l'air de 2 ados dans une station-service. Mais en réalité, ce sont des requins qui tournent autour de leur proie. Ils cherchent quelqu'un qu'ils vont pouvoir attaquer. Et la proie qu'ils ont choisie, c'est Joe Rudd. Mais l'image n'est toujours pas assez nette pour les identifier. L'agent Sinif visionne donc la vidéo d'une dernière caméra qui surplombe l'allée principale. C'est sa dernière chance de voir clairement leur visage. Lecture. Cette fois, l'image en gros plan expose les traits du suspect. C'était M. Brunner. Si on comparait avec la vidéo de l'homicide de M. Ashgar, ça correspondait. C'était lui. En revanche, si le deuxième homme apparaît moins nettement, l'agent Sinif est certain qu'il pourra l'identifier. J'étais sûr à 99% que c'était M. Simons à cause de ses tics, de sa coupe de cheveux et de sa démarche. La vidéo confirme les pires craintes des enquêteurs. Ces types ne se souciaient de personne. Ils ne se souciaient même pas d'eux. Ça les rendait encore plus dangereux qu'on ne le pensait. Ils ne voient pas les conséquences. Tout ce qu'ils se disent, c'est que pour éviter que la police les coince, ils vont tuer quelqu'un, voler sa voiture et s'enfuir le plus loin possible. Les enquêteurs émettent un avis de recherche concernant la Dodge Magnum. Tous les agents de l'Ohio sont sur le pied de guerre. Ces types se fichent d'ôter la vie, ce qui est terrifiant, parce que ça signifie qu'ils vont continuer à tirer sur des gens et à voler pour obtenir ce qu'ils veulent. À Columbus, les parents de Joe Rudd arrivent à l'hôpital. J'étais terrifiée en arrivant à l'hôpital. Ne pas savoir, c'est pire que tout. Il avait la mâchoire fracturée et un œil tout gonflé. C'était vraiment, vraiment horrible à voir. Mais il était vivant. Je savais que j'avais reçu une balle dans le cou, mais je n'avais pas pris conscience qu'il s'en était fallu de peu. La balle est passée à 3 mm d'une artère. Si elle avait sectionné cette artère, j'aurais enchaîné AVC sur AVC et je serais mort sur ce parking. La balle est encore logée dans mon cou. C'est dangereux de la retirer compte tenu de l'endroit où elle se trouve. Je n'ai pas résisté, et pourtant ils m'ont tiré dessus. L'arme est restée appuyée sur ma tête.
Je savais qu'ils avaient l'intention, à ce moment précis, de me tuer. C'est là que j'ai pris la balle dans la tête. Je ne sais pas ce qui m'a retenu de m'évanouir. Je pense que je suis resté en vie pour veiller à ce qu'il soit mis hors d'état de nuire. Avec de dangereux meurtriers armés en fuite, les enquêteurs savent qu'une autre attaque a de fortes chances de se produire. Mais ils ignorent totalement où se trouve le duo. À ce moment-là, la police recherche activement tout véhicule correspondant à la description. Les suspects ont déjà fait un mort, ils n'hésiteront pas à recommencer. C'est à la police de les traquer et de les incarcérer. Il y a urgence. La police quadrille l'Ohio tout entier à la recherche de Simons, de Brunner et de la Magnum grise. On tient bon, on persévère. Ils sont en cavale et toute personne qui croisera leur chemin risque de faire partie des victimes. Quelques heures plus tard, un agent de patrouille repère la voiture de Joe à Dayton, à 50 km du lieu où il a été blessé. L'agent a surveillé le véhicule en attendant que des agents en uniforme arrivent sur place. L'équipe qui intervient passe immédiatement à l'action. On fait attention à ce qu'on fait. En cas d'issue fatale, on ne veut surtout pas être celui qui perd de la vie. On n'entend rien, à part notre cœur qui bat à tout rompre. On n'approche pas à la légère d'un véhicule dans lequel se trouvent des meurtriers. Ils enchaînent les crimes. Ça va mal se finir. À mesure que les policiers avancent vers les suspects, ils se préparent à une fusillade féroce. Pas un geste! Debout! Sortez de la voiture! Les mains en évidence! Devoner Simons et Nathaniel Brunner dormaient dans la voiture. C'est ce qu'on fait après avoir commis un meurtre. On fait une petite sieste. On a donc pu les embarquer au poste sans violence. Au moment de l'arrestation, M. Brunner avait l'arme à feu qui a tué M. Ashgar sur ses genoux. Ça m'a fait plaisir de savoir qu'ils avaient été arrêtés et qu'ils ne feraient plus de mal à personne. Simons et Brunner sont tous deux conduits au poste de police pour y être interrogés. Les enquêteurs savent qu'ils sont coupables, mais ils ignorent encore leur mobile. Nathaniel Brunner est questionné en premier. Pendant son interrogatoire, Nathaniel Brunner avait l'air calme, détendu et tranquille. Il était assis là, comme s'il attendait son rendez-vous chez le dentiste. En gros, on a tout sur vidéo. Mais on vous laisse l'occasion de nous donner votre version. On sait que vous n'avez pas tiré. On sait que c'est des voleurs. La vidéosurveillance vous dit tout. Il a dit qu'il laisserait les images parler d'elles-mêmes. Vous voulez vous sortir de là? J'ai pas envie de parler. C'est bon là, j'arrête de parler. Je dis plus rien, c'est bon. Les enquêteurs passent alors à l'interrogatoire de Devoner Simons. Racontez-moi. Avec vos mots à vous. Je sais ce qui s'est passé grâce aux images, mais je veux vous entendre. C'est l'occasion. Ce qu'on voit sur la vidéo, c'est ce qui s'est passé. Vous vouliez lui voler de l'argent? Vous étiez furieux contre lui? Il vous a contrarié? En vrai, j'en sais rien. Je suis sérieux. Je cherchais seulement à avoir du fric. Il n'avait pas peur de nous, ni de ce qui l'attendait. Tout lui était indifférent. Le troisième homme impliqué dans le meurtre d'Imran Ashgar s'appelle Daryl Durham.
Les enquêteurs l'emmènent au poste. Comme s'il s'était coupé les cheveux. Ses cheveux étaient plus courts que sur la vidéo. Il était nerveux, agité. Écoute, c'est l'occasion de raconter sincèrement et honnêtement ce qui s'est passé. Je vais parler. Je vais tout vous dire, d'accord. Mais avant, je veux entendre ce qu'a dit ma mère. Au bout d'un long moment, on a réussi à le faire passer aux aveux. Ils étaient censés braquer la supérette. Ils sont entrés. Je suis resté dehors. Je suis seulement resté dehors. Pour les prévenir si la police arrivait. Ouais, j'étais censé faire le guet. D'après lui, il a seulement eu un rôle de guetteur pendant toute l'opération. Mais le braquage ne se passe pas comme prévu. Ils sont entrés déterminés à voler l'argent de la caisse et au lieu de ça, ils ont abattu M. Ashgar avant d'avoir un cent. C'est un braquage qui a mal tourné. Devoner, il lui a tiré dessus. Je sais pas pourquoi. Je suis entré dans le magasin, j'ai regardé. C'était la première fois que je voyais un cadavre. On le voit baisser la tête parce qu'il sait qu'il y a des caméras. Il ne veut pas qu'on le voie. Il se penche en avant, il constate qu'Imran est encore en vie et il retourne voir Simons et Brunner pour leur dire. Après ça, je suis sorti du magasin et j'ai entendu boum. Je pense qu'ils ont pris peur et qu'ils se sont enfuis. Leurs déclarations, la vidéosurveillance et les récits des témoins permettent aux enquêteurs de reconstituer les événements qui ont conduit aux deux agressions. Nathaniel Brunner et Devoner Simons fomentent un plan avec Daryl Durham. Ils ont besoin d'argent. Le plus simple et rapide à leurs yeux consiste à braquer la supérette. Ils entrent. Simons fonce sur Imran Ashgar et lui tire dessus. Le duo ressort. Daryl Durham entre, voit qu'Imran est encore en vie. Il va dire à Brunner et Simons qu'Imran n'est pas mort. Je suis persuadé que Brunner ordonne à Simons de finir le boulot. Simons y retourne, regarde Imran et en gros, il l'exécute. Il tire encore à bout portant pour être sûr de le tuer. Dans l'impossibilité d'ouvrir la caisse, ils repartent les mains vides. Ce même soir, Simons et Brunner prennent la voiture de l'ex de Brunner. Ils prennent sa voiture pour prendre la fuite, mais le véhicule tombe en panne. Quand la voiture cesse de rouler près du relais routier 3 jours plus tard, ils ont besoin d'une solution, et vite. Devoner appelle son oncle pour que quelqu'un vienne le chercher, mais sans succès. Ils sont donc obligés de se débrouiller tout seuls. C'est à ce moment-là qu'ils voient Joe Rudd regagner sa voiture. Ils ont une proie dans leur ligne de mire. Devoner décide de tuer cet homme pour lui voler sa voiture. À Columbus, parmi les jeunes hommes qui commettent ce genre de crime, très peu montrent des remords. La plupart d'entre eux grandissent dans un milieu violent. Ils ont vu leurs amis ou des membres de leur famille mourir. Et pourtant, ils font subir à d'autres le même type de violence dans l'indifférence la plus totale. Monsieur Ashgar ne représentait aucune menace. La seule raison qui explique sa mort, c'est que les suspects ne voulaient pas de témoins. Qu'on veuille tuer quelqu'un avant de lui avoir volé quoi que ce soit, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de témoins ou pour se simplifier la tâche, c'est terrifiant. Mais le trio avait oublié de prendre en compte un autre type de témoin. J'ai rarement des images de vidéosurveillance dont la qualité est si bonne qu'on peut reconnaître et identifier les gens à l'écran. C'était une preuve irréfutable. Sans ces images, qui sait si cette affaire serait maintenant résolue? Brunner, Simons et Durham sont tous inculpés et jugés pour leur rôle dans le meurtre d'Imran Ashgar. Monsieur Durham a écopé de 15 ans de prison pour braquage à main armée et homicide involontaire. Monsieur Brunner a aussi été déclaré coupable d'avoir participé au meurtre de Monsieur Ashgar et à l'agression de Monsieur Rudd. Il a écopé de la perpétuité, dont 78 ans de sûreté.
Monsieur Simons a été déclaré coupable d'avoir tué Monsieur Ashgar et d'avoir blessé Monsieur Rudd. Il a écopé de la perpétuité, plus 45 ans. Je vis avec la douleur et le traumatisme. C'est largement suffisant. La haine ne ferait qu'empirer les choses. Donc je n'éprouve pas spécialement de haine envers ces hommes. Il a beaucoup de chance d'être en vie, mais comme je dis toujours, il avait des anges qui veillaient sur lui ce jour-là. Christine Ashgar, quant à elle, ne parvient toujours pas à accepter la mort de son mari, Imran. Tout me manque. Notre vie, nos câlins. Si ça n'allait pas, je pouvais lui parler. Il m'écoutait. Maintenant qu'il n'est plus là, je n'ai plus personne pour me réconforter